Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Bienvenue dans ce webinaire. Désolée, on avait des petits soucis de connexion. Alors, je vais juste désactiver vos micros. Promis, je vous les réactiverai à la fin de ce webinaire pour si vous avez des questions. Vous pourrez reprendre la main au niveau du son. En attendant, on va laisser la parole je vais laisser la parole à Jennifer et Gaston, qui sont là qui viennent de la CNIL, mais ils se présenteront mieux que moi, qui vont nous parler aujourd'hui cybersécurité, enfin en tout cas sécurité des données. Voilà, je vous laisse la main. Bienvenue à tous. Alors bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jennifer Elbaz et je travaille à la CNIL. Nous sommes réunis effectivement là pendant 1 heure, on est bien d'accord, Ondine, pour parler de sécurité des Oui. données. Je travaille à la direction des relations avec les publics, sur une mission qui s'appelle EduCNUM. Donc notre métier, c'est d'aller vers les publics, et en particulier les publics, en lien avec, les mineurs, les éducateurs, les médiateurs, les parents, les enseignants et les mineurs directement. Et donc on a une mission de vulgariser tous les messages de la CNIL de différentes manières. On a fait des dessins animés, des jeux de cartes, on a fait un kit kermesse, bref, on fait plein de choses. Et puis, donc aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre et nous fêtons les Sylvie, donc bonne fête aux Sylvie que vous connaissez, et je vais laisser mon collègue Gaston se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc Gaston Gautrenaud, moi j'appartiens au service de l'expertise technologique où j'ai en charge notamment des sujets cybersécurité, sur des sujets qui sont assez vastes, qui vont du ministère des Armées au grand public en passant par les PME et les banques. Le but étant de sensibiliser tous ces acteurs aux enjeux de cybersécurité comme on va le faire avec vous aujourd'hui. Donc, moi, j'ai juste parlé pendant 5 minutes et ensuite, c'est Gaston qui va, vous expliquer, le sujet de la sécurité des données. Donc l'idée de ce moment-là, c'était, d'échanger, sur notre sujet préféré, hein, les données personnelles, et en particulier, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser les données et pourquoi est-ce qu'il faut les sécuriser? Donc je ne sais pas si vous connaissez tous la CNIL. Là, j'ai utilisé donc, une carte de notre jeu de cartes qui s'appelle Tous ensemble prudence sur internet, qui s'adresse aux 8-10 ans et à leurs prescripteurs. Et donc, comme vous le voyez, on pose cette fameuse question, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire CNIL? Est-ce que c'est le cercle neuronal des idées libérées? Est-ce que c'est le centre naturel des iguanes du Languedoc? Ou bien est-ce que c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés? Eh bien oui, c'est bien la réponse C, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pourquoi est-ce qu'on a mis informatique et liberté dans la même locution? Eh bien, tout simplement parce que notre mission, c'est de faire en sorte que le développement de l'informatique ne se fasse jamais au détriment des libertés individuelles et collectives. Je ne sais pas si vous savez comment est née la CNIL, mais en fait, on est né après la Deuxième Guerre mondiale, une génération après, parce que les politiques avaient eu une super idée. Ils se sont dit, et si on faisait un énorme fichier, le fichier Safari, dans lequel on pourrait mettre tous les Français, on pourrait donc répertorier tous les Français. Dès qu'on a un Français qui naît, hop, on le fait rentrer dans le fichier. Sauf que, cette brillante idée, effectivement, formidable pour administrer un pays, beaucoup plus simple, mais pose quelques questions éthiques, juste une génération après la Deuxième Guerre mondiale. Mais quels types d'informations va-t-on mettre dans ce fichier? Donc ça donne naissance à une commission au sein du Parlement qui est juste là pour réfléchir à ce sujet quand même. La Commission nationale de l'informatique et des libertés qui va finalement aboutir à une loi, la loi informatique et liberté, à la fin des années 70, une loi qui n'a pas perdu une seule ride et qui viendra donc ensuite, en 2018, être complété par le Règlement général pour la protection des données, qui est un texte européen. Les missions de la CNIL, en fait, on a une mission d'information des personnes, de protection des droits des personnes. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est notre mission d'information. On est là pour accompagner la conformité et conseiller les organismes privés, publics et associatifs. C'est la plus grosse mission, en fait, de la CNIL, hein. On a le plus d'agents qui sont, sur cette mission-là. On a une mission d'anticipation et d'innovation. Si vous connaissez un petit peu nos sujets, vous connaissez peut-être le LINC, notre laboratoire d'innovation, qui a son propre site, link.cnil.fr. En fait, Link, c'est CNIL à l'envers. Et on a une mission de contrôle et de sanction. Donc effectivement, quand les organismes ne respectent pas les règles, on a la possibilité de les sanctionner. Et comme on est une autorité administrative indépendante, on peut contrôler tout le monde.
Juste pour vous indiquer qu'on a un site internet sur lequel vous pouvez trouver plein de ressources et plein d'informations pour vous directement, en tant que médiateur, en tant que professionnel, mais aussi dans la partie particulier, vous avez des ressources qui peuvent servir aussi à vos publics. Et là, je vais laisser la parole à Gaston pour enchaîner sur la suite. Merci Jennifer. Donc juste un rappel sur les notions de cybersécurité et l'importance de la protection des données, sur le fait que sur le volet contrôle sanction de la CNIL, en 2022, en fait, on a eu un tiers des sanctions qui ont été prononcées qui visaient en fait des manquements à l'obligation de sécurité. Donc c'est un pourcentage important de ces sanctions. Et de la même façon, en 2023, en fait, sur les contrôles qui ont été réalisés par la CNIL auprès des responsables de traitement, en fait, on a également un tiers des contrôles qui concernent des manquements à l'obligation de sécurité. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important dans la prise en compte de la protection des données. Du coup, Jennifer, je te laisse reprendre la main sur les... Oui, sur la notion de données personnelles, est-ce que tout le monde est au clair sur ce qu'est une donnée personnelle? En fait, une donnée personnelle, c'est une information qui permet de nous identifier, de savoir qui on est, donc notre prénom, notre nom, la voix, le visage. Toutes ces informations-là sont des données personnelles, sont des informations qui permettent de nous identifier de manière directe ou bien indirecte. C'est le cas, par exemple, avec la plaque d'immatriculation de la voiture, qui permet d'identifier les gens, mais évidemment pas tout de suite en regardant la plaque d'immatriculation, c'est parce qu'on va regarder le fichier de la préfecture. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Jennifer Oui, et pardon. Gaston, pardon, je vais juste vous couper parce que c'était dans le thème, mais il y a eu une question sur les sanctions, justement, quel était le volume de sanctions en 2022, enfin, sur les chiffres que vous nous avez partagés? Quand vous parliez de un tiers, c'est sur un volume de combien? Si Alors, vous c'est une avez bonne les question. chiffres. Ouais, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner sur les données sensibles et les droits. Et ensuite, quand Gaston va reprendre la parole, je vais regarder dans le rapport annuel pour vous répondre très précisément en fait, le nombre de sanctions et le montant en fait, des sanctions. Bien, merci beaucoup. De Désolée de rien. vous avoir coupé. Non, pas du tout. Au contraire, n'hésitez pas. Je pense que c'est important qu'on ait une discussion sur les sujets. Donc, s'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter à nous arrêter. Les données personnelles sensibles, ce sont des catégories de données qui ont été classifiées comme sensibles au sens de la loi parce que c'est un héritage direct de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Les données en lien avec la religion, l'état de santé, l'appartenance syndicale, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, les origines ethniques. Les données biométriques, donc les données biométriques, ça va être l'iris de l'œil, l'empreinte digitale, par exemple, et les données génétiques, l'ADN. Ces informations-là, évidemment, on déconseille fortement de les collecter, de les donner, parce qu'elles sont, comme vous pouvez imaginer, particulièrement discriminantes. Elles peuvent l'être en tout cas. Ce qu'il faut bien comprendre sur la notion de données personnelles, on a l'impression que c'est une notion qui est très éloignée de nous, mais en fait pas du tout. Les données personnelles, c'est nous directement. Et on a l'impression aussi que, par exemple, quand on se fait une carte de fidélité dans un magasin ou qu'on s'inscrit sur un réseau social sur internet, on a l'impression qu'on fige les données qu'on donne sur nous. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que d'abord, le soir même, on a oublié, quand on a fait la carte de fidélité dans un magasin, qu'on a transmis ces informations-là, quel type d'informations on a transmis. Et puis, en fait, nos données, elles vont vivre en fonction de ce que l'on fait, que ça soit dans le magasin, donc de manière dématérialisée, en vrai, dans un magasin, mais aussi en ligne. Nos données personnelles, elles évoluent et elles permettent aux sites, aux magasins, etc., à tous ceux qui collectent nos données, de se faire un portrait de nous. Et ce qui est très important, c'est de ne pas accepter ce portrait qui est fait de nous, parce qu'il est forcément partial et partiel. Par exemple, une enseigne de supermarché va pas vous orienter vers des cours d'équitation, tout simplement parce qu'il ne propose pas le service. Et c'est pareil pour tout. Tout ce à quoi on a accès, et notamment en ligne, est très calibré en fonction des traces qu'on a laissées. Si on fait tous une recherche immédiatement sur un moteur de recherche en utilisant les mêmes mots, la même expression, on n'aura pas les mêmes résultats parce qu'on n'a pas été identifié de la même manière sur nos appareils en fonction de la façon dont on est connecté. Donc il faut bien comprendre ça, l'évolution de nos données et des portraits qui sont faits de nous en fonction des traces qu'on a laissées nous et de l'interprétation qui est faite. C'est vraiment une notion hyper importante. Juste pour votre rappel, j'imagine, en tant que professionnel, vous traitez des données. À partir du moment où vous collectez une information sur un usager, tous les verbes d'action qui sont ici, donc enregistrer, organiser, conserver, modifier, combiner, transmettre,
toutes ces informations-là, enfin tous ces verbes d'action-là, pardon, eh ben, c'est un traitement de données. Donc vous avez une forme de responsabilité par rapport aux données que vous avez. Légalement, en fait, il faut s'interroger sur, mais quand je collecte des données, à quoi est-ce que ça va me servir? Est-ce que j'en collecte pas trop? Parce que, je ne dois collecter que ce dont j'ai vraiment besoin. Bon, à partir du moment où on collecte une information sur quelqu'un, il faut tout de suite se poser la question de: pendant combien de temps est-ce qu'on va garder cette information? Et est-ce que j'ai transmis aux personnes dont je collecte les informations, est-ce que j'ai transmis à ces personnes la façon dont elles peuvent exercer leurs droits? Parce qu'effectivement, on a tous, à partir du moment où l'on est, tous les droits qui sont listés ici, donc le droit d'information, savoir pourquoi nos informations sont collectées. On a le droit de ne pas être d'accord, dans certaines mesures, pour que les informations soient collectées. On a le droit de vérifier les informations qu'on a sur nous, de les rectifier. Par exemple, on déménage, on a un changement familial ou autre, on peut rectifier. On peut déréférencer un contenu sur un moteur de recherche, par exemple. On peut également effacer. En tant que parent, j'ai une vidéo de mes enfants qui circule sur les réseaux sociaux. Je peux faire effacer ce contenu. Si je change, par exemple, de service en ligne, je peux emporter mes données avec moi. C'est le cas, par exemple, des playlists sur les applications de musique. Et je peux demander une intervention humaine. Ça sont tous nos droits. Pour exercer nos droits, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, je vous le donne en mille, il faut contacter le responsable de traitement. Coucou, dans vos différentes structures, peut-être que vous êtes le responsable de traitement. Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que chacun de vous, dans vos structures, savez qui est le responsable de traitement d'un point de vue légal? Parce que chacun des usagers peuvent effectivement venir voir le responsable de traitement de vos structures pour exercer les droits. Normalement, les responsables de traitement ont 1 mois pour répondre à la demande d'exercice des droits. Si, il peut y avoir des comment dirais-je? Il peut y avoir, des petites modifications parce que la structure est débordée ou autre. Dans ces cas-là, elle précise son délai de réponse. En tout cas, elle doit répondre dans les 1 mois, même si c'est pour envoyer un message d'attente. Et si vous n'avez pas de réponse, si l'usager n'a pas de réponse sur sa demande d'exercice de droit, dans ce cas-là, on peut saisir directement la CNIL et porter plainte en fait auprès de la CNIL. Et nous, on prend le relais pour l'exercice des droits. Voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Jennifer, tu peux juste repasser 30 secondes sur la slide précédente avant de passer sur la sécurité, parce que quelqu'un voulait prendre quelques notes dessus. J'en profite pour vous dire, on pourra évidemment transmettre la présentation pour qu'elle vous soit retransmise par la suite, afin que vous puissiez prendre connaissance de son contenu. Alors oui, en fait, Génial, merci beaucoup. Ouais, le j'allais te poser la question. responsable de traitement, en fait, c'est l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que c'est celui qui a la charge du traitement des données, en opposition à ce qu'on appelle et ce que je vais nommer comme la personne concernée, en fait, dans les slides suivants. La personne concernée étant le citoyen, l'utilisateur, le client, en fait, qui accède au service qui est mis en avant par un service de l'État ou par une entreprise de droit privé. Donc lui, il est le responsable de traitement et nous, on est l'utilisateur. Alors, je vais passer au slide suivant. Enfin, Jennifer va m'y aider puisqu'elle a la présentation sous les yeux. Oui, juste sur le rôle de responsable de traitement, en fait, c'est pas un rôle à temps complet. Le responsable de traitement, c'est un rôle légal. C'est aux yeux de la loi, une personne dans la structure est désignée comme la personne responsable du traitement et donc la personne référente quand on a un exercice des droits. Alors, les bases de la cybersécurité. Alors, on m'a demandé de présenter auprès de vous aujourd'hui quelques éléments de cybersécurité pour aborder un peu le sujet de façon assez large, de façon assez opérationnelle, en donnant des recommandations et puis également en évoquant un peu quel est le contexte de cette cybersécurité, à quoi elle correspond, dans quel environnement on est et comment on peut se protéger en donnant quelques exemples et en donnant quelques liens vers des organismes auprès desquels vous pouvez vous rapprocher au-delà de la CNIL si vous avez des questions en termes de cybersécurité auprès des personnes auprès desquelles vous faites de la sensibilisation. Sur cette image que j'ai faite, en fait,
j'ai souhaité mettre en perspective la sécurité avec cette situation de la vie réelle, une ville dans la rue et s'imaginer le fait qu'on mettait les clés sur la porte devant notre appartement ou devant notre magasin ou devant notre maison, parce qu'on avait confiance dans l'environnement extérieur. De la même façon qu'il y a malheureusement des chauffeurs qui grillent les feux rouges, des piétons qui passent non seulement quand le piéton est vert, mais également quand il est rouge. On ne peut pas avoir confiance dans l'environnement parce que c'est un système qui est ouvert au public et on ne maîtrise pas en fait les individus qui y naviguent. Internet, en fait, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un lieu dans lequel s'échangent des données, dans lequel on a des environnements qui sont publics, qui sont privés, et des données qui transitent. Et de la même façon qu'aujourd'hui, vous ne mettriez pas les clés sur la porte, comme c'est le cas sur cette photo, et quelle qu'en soit la raison pour que quelqu'un récupère ces clés-là, qu'il s'agisse d'un voleur, d'un plaisantin ou juste d'une blague, il faut y faire attention. Et ça, c'est mon propos introductif pour dire qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est la même chose que cette image sur les clés. Il faut être vigilant par rapport au contexte dans lequel on navigue dans le monde numérique. Donc, dans le slide suivant, en fait, non, j'ai perdu Jennifer qui a la main sur les slides. Merci Jennifer. En fait, je voulais parler de la cybersécurité, donner une définition. Alors, la définition de la cybersécurité, elle est extrêmement large parce que alors ça, c'est une définition qui a été produite par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, précisant que la cybersécurité, en fait, c'était un état pour le système d'information, c'est-à-dire les ordinateurs d'une entreprise ou d'un service public qui devait éviter d'être compromis. La compromission, elle passe soit par l'indisponibilité de l'environnement informatique, par la perte d'intégrité, c'est-à-dire les données telles qu'elles ont été formalisées, en fait, ont été modifiées, donc ce n'est plus les mêmes. Donc on ne peut pas avoir confiance dans ces données parce qu'elles ne tiennent pas dans le temps. Et la perte de confidentialité aussi, parce que malheureusement, la sécurité qui a été mise autour de ces données a fait défaut. Et donc ces données sont parties dans la nature. On aura l'occasion d'évoquer quelques exemples un peu plus loin dans ma présentation. Vous en avez sûrement en tête d'ores et déjà. Et ça vaut pendant que les données sont transmises, pendant qu'elles sont mises à disposition et dans les systèmes d'information qui sont amenés à les traiter. Et puis la cybersécurité, plus largement, c'est aussi toutes les techniques qui concourent justement à la sécurité de ces systèmes d'information, à la sécurité des responsables de traitement et des informations qu'ils traitent. Elle s'appuie sur la lutte contre la cybercriminalité, on aura l'occasion d'en reparler également, et puis la mise en place d'une cyberdéfense, comment on se protège contre tous ces éléments-là. Sur le slide suivant, en fait, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que, alors ça, c'est des archives papier que j'ai eu l'occasion de photographier qui datent de 1978 sur la loi informatique et liberté et qui démontrent en fait et qu'on utilise souvent auprès des responsables de traitement, dont certains nous disent que en fait, c'est le règlement général sur la protection des données qui met en œuvre ces obligations de sécurité alors qu'elles n'existaient pas avant. Or, depuis la première version de la loi informatique et liberté, cette obligation de sécurité, elle existe. Donc, comme je l'ai mis en sous-titre, en fait, les menaces, elles ont évolué. Les sources de menaces, elles ont évolué. Donc, les menaces informatiques, les attaques de sécurité que je listerai un petit peu tout à l'heure, mais également qui sont les individus, les organisations, voire les États aujourd'hui qui organisent ces attaques, ont évolué. Et donc, c'est très important aujourd'hui de prendre en compte ces enjeux-là à quelque niveau que nous soyons. Dans le slide suivant, en fait, je parle de la cyberattaque. Alors, en quoi consiste la cyberattaque? Comme je l'évoquais tout à l'heure, elle permet en fait de mettre en défaut un système d'information, que ça soit volontairement ou involontairement. Un système d'information, la sécurité des données peuvent être mises en défaut. La cyberattaque, c'est une action malveillante qui peut être réalisée par tout un tas d'organisations, qu'elles soient
qu'elles soient pour des raisons diverses et variées, pour l'appât du gain, pour la déstabilisation, pour l'espionnage, pour le sabotage. Et ces organisations en fait, qui génèrent des attaques, elles sont diverses et variées parce qu'une fois encore, ça peut être un salarié qui a eu des problèmes, ça peut être quelqu'un qui cherche de l'argent, ça peut être une organisation criminelle, ça peut être le crime organisé, ça peut être un État, c'est extrêmement large. Et puis les types d'attaques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les menaces, ça peut être l'hameçonnage, le phishing, le rançongiciel, le ransomware. J'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure sur ces typologies d'attaques. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que c'est un sujet clairement d'actualité. Ça, c'est quelques coupures de presse de France Info, majoritairement autour de ces enjeux-là. On a tous à l'esprit des attaques qui ont eu cours sur les hôpitaux ces dernières années, notamment pendant la période Covid, qui ont mis en défaut non seulement potentiellement la confidentialité des données qui étaient traitées, mais aussi la disponibilité des environnements, qui a nécessité le fait que les hôpitaux se mettent en gestion de crise pour pouvoir contourner les défauts de disponibilité des environnements informatiques pour pouvoir fonctionner néanmoins, avec l'impact qu'on peut imaginer, parce que cet impact sur la disponibilité informatique, il n'est pas uniquement sur les ordinateurs en tant que tels, il est aussi sur la téléphonie potentiellement, il est aussi sur les équipements médicaux. Ces attaques, on a entendu parler très récemment sur l'opérateur Free également, dont les données ont été divulguées. Donc ça, c'est une perte de confidentialité des données. Et puis on voit qu'il y a tout un tas d'acteurs. Il y a des musées français récemment qui ont été attaqués également. Et puis, on voit qu'il y a énormément de régulation, au niveau de la régulation, au niveau de loi, au niveau international, au niveau européen et au niveau français, qui se développent pour pouvoir faire qu'aujourd'hui, il y ait une obligation, au-delà de la loi informatique et liberté, et au-delà, en fait, du règlement général sur la protection des données, des obligations aux entreprises de mettre en œuvre la protection des données et la cybersécurité dans leur système d'information. Et on doit le faire aussi à titre individuel, en fait. Alors, slide suivant, c'était parfait. Merci Jennifer. Au niveau de la CNIL et du règlement général sur la protection des données, quand une entreprise, une société au sens du règlement, on appelle le responsable de traitement, est attaquée et qui a un incident de sécurité, qui a pour conséquence, une fois encore, la perte d'intégrité, disponibilité ou de confidentialité en fait, des données personnelles qui sont traitées par ces organismes, en fait, on considère qu'il y a une violation de données. Violation de données qui nécessite en fait d'informer les personnes concernées, nous tous en tant qu'utilisateurs, en tant que clients, si on est en tant que citoyen, si on est impacté parce que nos données sont concernées et qu'il y a un risque élevé pour les droits et libertés, c'est-à-dire si ces données ont fait l'objet d'une divulgation et en fonction de la sensibilité, en fonction de la quantité d'informations. Et puis également, au-delà de ça, pour l'organisme, pour les responsables de traitement, une obligation de notifier en fait la Commission nationale de l'informatique et liberté de cette violation de données. Donc sur le slide suivant, en fait, j'explique que cette cyberattaque est donc une violation de données. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait des cyberattaques qui occasionnaient des violations de données, mais également potentiellement de façon volontaire ou involontaire, des éléments de la vie courante, de la vie de la gestion des données, chez vous en tant que médiateur, dans les entreprises de façon générale, parce qu'il y a eu la perte ou le vol d'un ordinateur portable dont les données n'étaient pas sécurisées, dont les données n'étaient pas chiffrées, donc potentiellement dans le cadre du vol, les données peuvent être récupérées. De la même façon, la perte ou le vol d'un support de stockage externe, un disque dur ou une clé USB, s'il n'y a pas de chiffrement qui est mis en œuvre sur ces données-là, potentiellement, le tiers qui a récupéré la clé peut récupérer les données. Et puis l'envoi d'un message électronique à tous les destinataires en nous mettant de les mettre en copie cachée. Alors ça, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, c'est-à-dire vous envoyez à 450 personnes individuellement une communication, potentiellement avec des données qui sont plus ou moins précises,
Malheureusement, au lieu d'envoyer en copie cachée, vous envoyez aux 450 personnes de façon directe. Et donc, tout le monde a toute la liste. Et en fonction de la nature du mail et de ce qu'il contient, potentiellement, ça permet aux uns et aux autres de savoir qui sont les autres qui sont concernés par ce sujet-là ou autre. Donc, c'est également une violation de données. Donc, les violations de données au sens du règlement général sur la protection des données ne sont pas uniquement des cyberattaques. Alors, sur l'évolution des menaces, en fait, ce qu'on remarque, c'est une professionnalisation de la sphère cybercriminelle, c'est-à-dire que, au-delà du fait que la typologie des sources de menaces, donc des attaquants, est très large, on voit que la cybercriminalité a largement évolué. C'est une criminalité à part entière, qui a des liens avec d'autres typologies de crimes organisés, qui est très largement financée parce qu'elle rapporte énormément. Et qui nous impacte en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement instable et sur lequel les cyberattaques sont extrêmement nombreuses, malheureusement. C'est pour ça qu'on doit vraiment, au même titre que dans l'image de départ avec les clés sur la poignée de porte, faire attention à ce qu'on fait parce qu'on est dans un monde qui est ouvert et donc on doit être précautionneux par rapport à nos usages. Et puis aussi, cette évolution de la cybercriminalité a occasionné un élément important en termes d'usage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup à l'esprit que les données qui sont impactées sont principalement historiquement des données bancaires parce qu'elles ont un intérêt financier. Si vous perdez votre numéro de carte bancaire, on peut le réutiliser potentiellement. Et donc, du coup, ça présente un risque. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on voit que les données qui sont visées, au-delà des données de santé, sont beaucoup plus larges qu'uniquement les données financières, voire que les données de santé, pour permettre justement de qualifier des individus, d'avoir des éléments pour générer des attaques, d'avoir des connaissances sur les individus. Et aussi parce que la nature des attaques a évolué, parce que les attaquants, plutôt que de cibler des acteurs en particulier, génèrent des attaques en masse. Ça s'est vu par département, par région, par technologie, par environnement, par secteur hospitalier ou autre. Donc en fait, aujourd'hui, encore il y a quelques jours, aux informations de je ne sais plus quelle chaîne, à 20h, il y avait un menuisier, je crois, qui parlait d'une attaque et qui explicitait le fait que son adresse mail avait été corrompue, sûrement parce que le mot de passe n'était pas suffisant. Et en fait, son adresse mail professionnelle avait été utilisée auprès de ses clients pour demander aux clients d'envoyer le paiement des prestations, non pas à ce menuisier, mais directement à un nouvel IBAN. Et en fait, du coup, les gens ont payé, mais une mauvaise personne. Donc, il faut vraiment être vigilant. Ce qui m'amène à un élément supplémentaire de cette évolution des menaces. On a clairement, juste pour terminer le slide suivant, en fait, deux choses. Le phishing, c'est-à-dire le fait d'envoyer des mails ou d'envoyer des SMS, j'ai un slide sur ça un peu plus loin, qui est vraiment le vecteur numéro 1. Donc, c'est ce à quoi il faut être le plus vigilant aujourd'hui. Des attaques qui sont typiquement de la messagerie électronique, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le menuisier, et puis des rançongiciels, c'est-à-dire un outil qui va être installé suite à une attaque de phishing sur votre ordinateur, qui va être amené à le chiffrer, à rendre les données indisponibles. Et donc, si vous n'avez pas de sauvegarde auparavant, en demandant une rançon pour que les choses soient rétablies. Ce qui, un, ne doit pas être fait, et deux, en général, ne donne pas forcément accès aux données en retour. Donc, c'est clairement la sauvegarde qu'il faut privilégier. Mais en tout cas, c'est des attaques qui sont des attaques majeures aujourd'hui. Au titre des entreprises, juste rappeler qu'aujourd'hui, les attaques également sont non seulement amenées à rendre inaccessibles les systèmes d'information, mais sont toujours précédées également par une phase d'exfiltration des données, donc des données qui sont déjà dans la nature avant d'être chiffrées et rendues indisponibles. Et comme je viens de le voir sur le message qui apparaissait, en effet, des sauvegardes externes et non connectées, comme on dit. Quelques exemples d'impact. Quelques exemples d'impact et puis de recommandations. En fait, j'ai
On a encore combien de temps, juste pour savoir, on dîne et on a quelques questions après encore? J'ai 15 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, l'idée c'est de laisser peut-être, 10 minutes à la fin pour les questions-réponses. Mais donc du coup, faudrait s'arrêter vers, 45-50. OK, du coup, je Donc propose, 10 minutes? ça marche. Du coup, Jennifer, je propose de passer ces 2 slides-là. J'y reviendrai après si j'ai un peu de temps. Merci. Heu et je répondrai, Laetitia, à votre question sur la directive Nice, juste après. En fin de présentation sur les phishing, en fait, vous avez sous les yeux, en fait, quelques exemples de phishing, en fait, qui sont des phishing en SMS en noir et blanc et puis, les 3 en couleur en blanc, c'est des emails, où on voit en fait que les sources de ces attaques, pour justifier, la précipitation et le fait que les gens y répondent, sont toujours formalisées de façon un peu identique. C'est-à-dire, il y a toujours cette histoire de désactivation du service, c'est toujours immédiat ou vous avez des délais qui sont extrêmement courts. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment porter attention, parce que c'est des choses qui sont récurrentes dans les mails, pour inviter les gens à répondre. Le deuxième élément, c'est que souvent, comme on le voit ici, en fait, les liens, sur les sites web, en fait, sont pas les bons. C'est-à-dire que là, Certicode, c'est un L, c'est pas un I et là, BNP Paribas, il y a même plus de BNP Paribas, c'est Notif-BNP. Donc ça, il faut être très vigilant. Donc il y a cette histoire d'urgence sur laquelle il faut être, vigilant. Il y a le fait de vous demander de payer immédiatement. Ça, c'est aussi des choses qui sont récurrentes. Historiquement, on disait toujours que c'était mal rédigé avec, plein d'erreurs d'orthographe, plein de fautes d'orthographe, c'est de moins en moins vrai. Donc et de toute façon, tout le monde peut être dupé. Je l'ai été moi-même aussi en fonction de la situation et du moment auquel, cela arrive, du fait de l'envoi en masse des attaques. Donc tout le monde, malgré la vigilance, peut être dupé, mais il faut désormais être vigilant quand on reçoit ces éléments, de façon préventive, pour pouvoir réagir au plus vite. Dans le slide suivant, en fait, j'ai évoqué une attaque en cours, parce que ça, c'est une communication, qui date du 21 octobre, qui a été, faite par la CNIL suite à des envois, d'un faux mail de phishing, en l'occurrence, soi-disant provenant de France Identité, pour la vérification, vérification de la pièce d'identité. Pareil, il faut toujours faire attention. On met toujours en avant, enfin les criminels mettent toujours en avant des décrets, des arrêtés, des lois, pour porter l'attention en fait des personnes, pour qu'elles soient dupées plus facilement. Mais il y a toujours aussi des points d'attention à avoir, c'est-à-dire que potentiellement, j'ai mis la flèche en bleu foncé en haut quand vous allez sur france-identité.gouv.fr, en fait, quand vous approchez la souris, vous verrez que le lien qui est derrière ce mail-là, en fait, c'est pas celui-là. Si vous regardez bien, en fait, en bas, ils ont mis direction du programme interministériel France Identité Numérique, qui existe, mais qui a absolument rien à voir avec la place Beauvau, qui est lui, l'adresse du ministère de l'Intérieur. Et donc cette vigilance, sans être forcément parano comme un ingénieur de la cybersécurité qui travaille à la CNIL, il faut l'avoir par réflexe aujourd'hui un petit peu, en permanence quand on voit ces mails de phishing, sachant, une demande de copie de pièce d'identité, par, soi-disant l'entité, France Identité qui l'émet, c'est toujours un peu bizarre. Donc il faut être très vigilant parce que ces mails sont extrêmement nombreux désormais. Dans le slide suivant, en fait, je parle de 3 plateformes. Je vais y passer, rapidement, mais si la présentation vous est transmise, vous l'aurez en historique, qui sont des plateformes à avoir à l'esprit aussi, qui n'ont absolument rien à voir avec, la CNIL, qui sont des plateformes du ministère de l'Intérieur, qui sont, 3 plateformes qui sont importantes, sur les notions d'internet, de dépôt de plainte, ou de signalement de contenu illicite. Pharos, en l'occurrence, la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements, qui correspond à l'acronyme Pharos du ministère de l'Intérieur, en fait, permet justement de faire des signalements de contenu illicite.
qui concernent la mise en danger d'autrui, des menaces ou l'apologie du terrorisme, des injures ou la diffamation, l'incitation à la haine raciale ou à la discrimination et les atteintes aux mineurs. Donc ça, c'est aussi des principes et des réflexes qu'on peut avoir en tant que citoyen du numérique aujourd'hui, de participer justement au partage d'informations. On le fait déjà sur nos plateformes de mail, on le fait déjà auprès de certains opérateurs, de certains acteurs, pardon. Ça peut être intéressant aussi de formaliser ces signalements auprès de cette plateforme-là, pour permettre d'aider chacun, puisqu'il y a une analyse ensuite et potentiellement des enquêtes judiciaires qui sont mis en place suite à ces signalements. Dans le slide suivant, la deuxième plateforme en fait, qui fait partie de la plateforme Ma sécurité du ministère de l'Intérieur, en fait, qui a un traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les escroqueries. C'est une plateforme de dépôt de plainte en ligne, sur dépôt de plainte sur des faux sites de vente, sur des piratages de comptes de messagerie, l'extorsion d'argent et autres. Donc ça, c'est une plateforme qui existe aussi, qui est aussi sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Et la dernière, en fait, c'est sur le slide suivant, c'est la plateforme de signalement, en fait, Perceval, la plateforme signalement d'une fraude à la carte bancaire, pour peu que vous soyez toujours en possession, en fait, de la carte bancaire, mais que donc c'est pas un vol, mais que vous visualisez un prélèvement frauduleux. Au-delà de faire l'opposition à la carte bancaire, de le signaler à votre banque, c'est potentiellement la capacité de le faire auprès de Perceval, pour lutter justement contre la fraude à la carte bancaire sur internet. Dans le slide suivant, en fait, j'ai essayé de rappeler désormais quelques bons réflexes, en fait, qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Ces, ces réflexes sont des réflexes qu'on répète très fréquemment, que le ministère de l'Intérieur répète, que d'autres ministères répètent, que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, cybermalveillance, la CNIL, répètent en permanence, mais qui sont des réflexes à avoir désormais dans la vie numérique de tout un chacun. De bien choisir son mot de passe. Sur l'attaque Netflix que j'avais listée sur un des slides que j'ai passé, en fait, que j'ai subi, ma carte, en fait, ma carte de paiement arrivait à expiration. Il était tard le soir, je rentrais du travail, j'ai pas fait attention, j'ai reçu ce message m'indiquant que le paiement, en l'occurrence, c'était le paiement du service Netflix ne pouvait pas être continué parce que mon moyen de paiement n'avait pas été mis à jour. Ça correspondait au fait que la date d'expiration de ma carte arrivait à échéance, donc c'était légitime. Je n'ai pas pris attention et donc j'ai cliqué sur le lien en mettant mon login et mon mot de passe. Et donc première chose, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas le bon site. Donc j'ai dit Gaston, tu es vraiment idiot. J'ai changé le mot de passe. Et ma chance, en fait, c'était que malgré tout, le mot de passe que j'utilise sur Netflix, il n'utilisait que sur Netflix. Ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai tenté de modifier mon mot de passe pour pour garder la main sur mon compte. En fait, je voyais qu'il y avait des automates qui tentaient déjà de faire la même manip que moi et de changer le mot de passe à ma place et de reprendre la main sur mon compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces automates, ils tournaient également en permanence, enfin en parallèle, sur tous les services classiques, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Et donc potentiellement, si j'avais utilisé ce même mot de passe sur tous ces services auraient été corrompus, parce que la manipulation que j'ai pu instantanément faire sur ce compte-là, en fait, j'aurais jamais pu la produire sur tous les comptes. Donc, avoir des mots de passe qui sont des vrais mots de passe. Il y a un générateur de mots de passe sur le site de la CNIL, il y a beaucoup de sites qui en ont désormais. Et avoir idéalement un coffre-fort ou un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir en héberger plusieurs. Je reviendrai sur un gestionnaire de mots de passe que recommande la CNIL parce qu'il est gratuit dans un slide suivant. Après, c'est entretenir ces appareils numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à jour, en fait, pour rester juste sur la slide suivante, mettre à jour, pardon, Jennifer, mettre à jour précédente, pardon. Encore une.
mettre à jour, pardon, merci. Mettre à jour, en fait, les appareils numériques, vos ordinateurs, vos téléphones portables. Il y a une mise à jour sur iPhone qui a été faite, il y a quelques jours, qu'il faut absolument faire. Il faut pas attendre pour la faire. Et puis être prudent par rapport à l'ouverture des messages, je l'ai évoqué, sur le site, sur la page précédente. Et puis également, évidemment, faire des sauvegardes. Ça, c'est vraiment très important, quelle que soit votre technique de sauvegarde. Slide suivant, du coup, Jennifer, c'est gentil, merci. Maintenant, c'est bon. Et puis avoir un antivirus, pareil, qui est à jour. Télécharger des programmes logiciels sur des sites officiels, j'y reviendrai après, ça ne permet pas forcément toujours de se prémunir du pire. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des logiciels qui sont à jour, qui sont maintenus et qui sont les logiciels des éditeurs réels et pas des logiciels qui ont été piratés, dans lesquels on a potentiellement les pirates ont inclus des choses qui sont potentiellement malveillantes. Et du coup, vous récupérez des outils qui sont corrompus et qui potentiellement vont aller chercher des données sur votre environnement. Et puis toujours être vigilant lorsque vous faites des achats en ligne. Pareil, le réflexe tout à l'heure quand on disait identité numérique, ils ne sont pas place Beauvau, ça c'est le ministère de l'Intérieur. Avoir ce réflexe-là aussi, si vous souhaitez acheter quelque chose, vous êtes sur un site, est-ce que ce site-là, les gens en parlent sur les forums? De plus en plus, les gens, maintenant, il y a des sites de signalement. Quand vous allez sur un site, vous dites, tiens, le prix, il est quand même assez bas, c'est surprenant. C'est tentant, mais c'est surprenant. Et vous allez chercher sur un moteur de recherche, en fait, ce site, vous voyez que souvent, il y a des gens qui disent au secours, c'est un site d'arnaque. Donc ça, il faut être vigilant quand on fait ces achats-là. On fait des achats tout court. Et puis éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus, c'est-à-dire que quand vous allez sur des sites entre guillemets sensibles, pas au titre de la loi informatique et liberté, mais bancaire par exemple et autres, faites-le plutôt depuis votre téléphone avec votre connexion data ou depuis chez vous, plutôt que depuis un Wi-Fi public dans une gare, un aéroport, un hôtel ou un Wi-Fi dont vous ne maîtrisez pas la source, parce que potentiellement, ce n'est pas du tout un Wi-Fi qui est maîtrisé et qui potentiellement peut présenter des failles de sécurité. Dans le slide suivant, justement, j'évoque le risque, même si vous passez en fait par un magasin officiel d'applications, que ce soit l'Apple Store d'Apple ou le Google Store de Google, c'est notamment sur le gestionnaire en fait de mots de passe qui est préconisé et qui évoque la CNIL dans une vidéo de sensibilisation et explicatif qu'on a sur notre site, que je n'ai pas repris parce qu'il n'y a pas de voix off, on va la mettre à jour. C'est KeePass. Et KeePass, c'est K2EPA2S. Le petit onglet au milieu, c'est la copie d'écran du site original. Et les 6 autres, en fait, qui passent en K2E, en KPA2S, en KEY comme qui en anglais, en fait, sont d'autres sites. Ça ne veut pas dire qu'ils sont potentiellement malveillants, parce que KeePass, on en fait la publicité parce que c'est un outil libre, donc potentiellement les gens peuvent le réutiliser. Mais ça veut dire que potentiellement, on ne sait pas comment les données sont forcément traitées dans le cadre de ces applications-là. Donc faire attention à toujours utiliser quand même des applications non seulement qui proviennent des magasins officiels, mais potentiellement qui sont les originales. Donc quand on est sur des sujets qui sont pas forcément, qui sont sensibles, comme celui du gestionnaire de mots de passe, qui va stocker tous vos mots de passe, faire attention à la provenance et juste s'interroger un peu de qui il s'agit. Pareil, quand il y a des applications, typiquement des applications de lampe de poche, une application de lampe de poche, tous nos téléphones aujourd'hui, smartphones ou non, en fait, ont un bouton pour allumer le flash de l'appareil photo et l'utiliser comme lampe de poche. Il n'y a pas besoin d'une application pour ça, donc il faut se poser la question de dire tiens, mais pourquoi ils ont fait une application pour ça alors qu'elle n'est pas nécessaire? Et se poser également la question quand on installe une application des droits qu'on octroie à l'application. Est-ce que une application de lampe de poche, qui est le mauvais exemple, mais que je garde quand même pour la démonstration, serait autorisé légitimement à accès à toute votre base de contact, à vos numéros de téléphone? J'en doute fortement. Donc ça, c'est aussi des réflexes qu'on doit avoir quand on les installe, quand on installe les applications. Dans le slide suivant, donc ça, c'est la violation de données free. Comme le temps qui m'est imparti devient un peu court, je vais rapidement conclure en 1 ou 2 minutes.
Là, sur Free, en fait, c'est les IBAN qui sont partis dans la nature. C'est clairement une attaque qui est importante, qui touche beaucoup de données aujourd'hui. Donc, il faut être vigilant, avoir des bons réflexes, parce que potentiellement, ça peut donner lieu à l'usurpation d'identité ou l'usage des IBAN. Donc, il faut faire attention sur vos sites bancaires. Là, ces 2 slides, en fait, c'est pour remettre en perspective le fait que cette sensibilisation, ces 2 images, cette sensibilisation, en fait, non seulement concerne, là, ça va trop vite, concerne les personnes âgées et les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les accompagner, il faut penser à eux également et puis développer auprès d'eux cette vigilance et cette attention portée à l'usage du numérique, parce qu'ils sont en capacité ou pas en capacité de le faire et parce qu'il est nécessaire aussi de partager sur ces enjeux-là, de façon commune, en famille. Idéalement, c'est important. Les 2 slides suivants, en fait, c'est des communications qu'on a générées. Là, c'est des recommandations qui sont similaires à celles que j'ai pu évoquer dans ma présentation, mais qui a été faite en partenariat avec Cybermalveillance et qui a été produite par la CNIL à destination des jeunes publics et qui rappelle toujours ces bonnes pratiques qui sont les pratiques essentielles qu'on se doit tous d'avoir aujourd'hui. Le slide suivant, c'est des documents qui sont des documents de la CNIL, de l'ANSSI et de Cybermalveillance et de CPME pour les entreprises. Donc là, c'est pour aller un peu plus loin. Ça peut aussi servir pour vous en tant que médiateur dans votre environnement professionnel pour sécuriser les données. Donc là, c'est un peu plus loin que les bonnes pratiques. Ça, c'est des ressources qui sont extrêmement pertinentes également, qui sont produites par Cybermalveillance sur chacune des typologies d'attaques, où il est expliqué qu'est-ce qu'il faut faire en amont et puis qu'est-ce qu'on doit faire le cas échéant si on a été victime. Voilà, je laisse Jennifer conclure avec le slide suivant et après je réponds à vos questions. On répond à vos questions. Merci de votre écoute. Alors, rebonjour. Juste pour, vous indiquer maintenant que vous devenez passionné du sujet des données personnelles et de la sécurité des données, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pourrez tout à fait vous auto-former grâce au MOOC de la CNIL qui s'appelle l'atelier RGPD et qui est disponible à cette adresse-là. Vous avez l'URL, donc encore une fois, on a envoyé le support à Ondine, donc vous pourrez tous en bénéficier avec donc l'ensemble des ressources, les liens, etc. Et puis, on est à votre entière disposition si vous avez la moindre question. Je pense qu'il y a Trop bien. peut-être des Merci à tous les questions. 2 et pour avoir fait le MOOC, il est très bien, donc n'hésitez pas, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais normalement vos micros peuvent être ouverts, donc si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas pour Alors, poser juste vos questions directement. avant que les premières personnes prennent la parole, sur la directive Nice, la question de Laetitia, en fait, l'impact, en fait, aujourd'hui, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, touche et travaille à la sécurisation des organismes d'importance vitale qui sont dans un nombre qui est assez restreint, qui soit au niveau énergétique, eau, financier et autres. Le but de cette directive Nice, c'est de faire que l'obligation de sécurité atteigne un plus grand nombre d'acteurs, aujourd'hui qui sont identifiés autour de 12 à 15 000 entreprises, qui vont être de fait assujetties à cette obligation de sécurité, donc qui ira encore plus loin que l'obligation du RGPD. Donc, c'est des choses qui ont pour but de rendre obligatoire cette cybersécurité pour que le niveau de maturité des entreprises et des organismes en France, de façon générale, s'accroisse avec le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est réellement une nécessité. Sur la question de l'entreprise, alors, est-ce qu'une entreprise qui fournit un matériel ou un logiciel informatique a une obligation de cybersécurité de ses équipements? Existe-t-il des normes françaises ou européennes? Alors, en fait, le but pour que l'équipement fonctionne correctement, c'est qu'il soit mis à jour. Donc, c'est pour ça que je parlais des mises à jour. Après, il n'est pas responsable de la sécurité de l'équipement.
en fonction de ce que vous installez dessus. C'est-à-dire, si vous installez un logiciel malveillant, en fait, ce n'est pas lui qui a une responsabilité quant à la sécurité qui, de coup, fera défaut dans l'équipement. Mais en tout cas, il a cette obligation de mise à jour, de sécurité, et qui, en fonction des acteurs, sont sur des délais qui sont plus ou moins longs. Sur la question supplémentaire sur la sauvegarde externe non reliée à l'ordinateur, oui, en effet, faire des sauvegardes, qu'elles soient en local, qu'elles soient dans le cloud, mais il faut le faire de façon régulière. Et puis, il faut le faire idéalement de façon déconnectée pour que s'il y a une attaque, notamment de type rançongiciel, ransomware, en fait, elles ne mettent pas en défaut les données que vous avez sur votre ordinateur. Typiquement, si vous recevez un rançongiciel mais que votre disque dur externe avec toutes vos photos est connecté à l'ordinateur, il est chiffré dans la minute également. Donc, en fait, il faut bien le déconnecter et le mettre en lieu sûr. Alors, les collectivités locales sont-elles concernées? Alors oui, les collectivités locales sont concernées par les obligations de règlement général sur la protection des données, par l'obligation également de déclarer un responsable de la protection un DPO, un délégué à la protection des données. Et donc aujourd'hui, on a clairement une évolution de la maturité en fait des collectivités locales en fait sur la prise en compte des enjeux de cybersécurité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on a une reco par rapport à la gestion des mots de passe quand on n'est pas à l'aise avec l'informatique, monsieur Gauthrenaud? Après, utiliser des carnets ou des feuilles stockées dans leur sac ou leur portefeuille, oui, après, il y a des gens qui sont un peu dans cette obligation-là. On est au-delà de l'usage informatique et de la capacité à stocker. Après, je pense que les choses, c'est d'être pragmatique. C'est-à-dire que si vous mettez le post-it avec le numéro de carte bancaire directement sur le portefeuille dans lequel il y a la carte bancaire, c'est déjà un premier problème. Donc, le réflexe que j'aurais, moi, si on est vraiment dans l'obligation de le faire parce qu'on n'a pas moyen de faire autrement, c'est de mettre, par exemple, le code de la carte bancaire. Je ne devrais pas dire ça, mais quand on me pose la question, je le dis quand même, parce que c'est une façon de contourner un peu, mais ce n'est pas évidemment la version la mieux sécurisée. De mettre les codes dans un numéro de téléphone qui serait dans un agenda qui pourrait être dans le sac, par exemple. C'est-à-dire, en pire cas, si vous avez vraiment besoin de ce numéro-là, eh ben, il est derrière le numéro de Philippe 06 31 42 et après, vous avez des numéros dedans qui sont ceux dont que vous avez besoin de retenir. Donc, ce n'est pas idéal, mais il faut quand même pouvoir les camoufler. Après, c'est vrai que la technique de coller un post-it avec un mot de passe sécurisé, mais sous le clavier ou dans un sac où on a toute la liste de mes mots de passe avec les liens, c'est pareil. Si on met des mots de passe, mais qu'il n'y a pas de lien, à la rigueur, si je mets le mot de passe, mais qu'on ne sait pas à quoi il correspond, sauf que moi, je sais que page 5, le mot de passe qu'il y a, c'est celui pour aller sur mon compte Amélie. Peut-être que c'est envisageable, mais si vous mettez le site, l'identifiant, votre nom de famille, votre date de naissance et le mot de passe sur la même page, là, ça devient compliqué. J'accompagne des usagers qui utilisent non, ça c'est le même. Expérience perso éduquée, pas de souci à noter ces mots de passe du moment qu'on planque le support. Pour nos aînés, je me renseigne sur Locknest au niveau cybersécurité. Je ne peux pas vous parler de Locknest, je ne connais pas. Désolé. Oui, Aurélie? Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez de Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe, coffre-fort. Alors, pour des raisons de concurrence déloyale, en fait, on est amené à ne pas citer de marque en général. Là, typiquement, j'ai cité Free parce qu'il y avait, un risque. Une communication, surtout parce qu'il y a une communication officielle qui a été produite, publique sur le sujet. Mais après, comme Laetitia le demandait sur Locknest, en fait, on ne prend pas position par rapport aux différentes solutions. Par contre, de la même façon et de façon globale, ça vaut aussi sur l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe
en ligne, une solution de sécurisation, ou un site marchand de façon générale, de faire un peu des recherches, c'est-à-dire vous avez un éditeur en tête et vous regardez, vous tapez cyberattaque à côté du nom de l'entreprise, vous regardez s'il y a un historique de plein de gens qui disent oh là là, évitez le produit parce que ils ont subi une attaque en 2023 et donc il n'est pas fiable. Ou voilà, ça donne des idées et ça permet en général d'être rassuré par rapport à l'usage de l'outil qu'on souhaite D'accord. retenir. Parce que j'essayais de trouver des sources différentes sur le classement des meilleurs gestionnaires, en gros, puis de me baser là-dessus. Mais après, après, on peut se poser la question, le référencement, enfin, qu'est-ce que ça vaut, quoi. Donc, c'est un peu, ouais, ok, merci beaucoup. Et sinon, j'avais une question par rapport au mot de passe. Il était question qu'il n'existe plus bientôt pour se connecter au compte. Est-ce que c'est toujours en prévu ou... Bah, en fait, le but, alors considérant le fait que les mots de passe sont pas forcément la chose la plus efficace pour sécuriser un compte, Mmh. clairement aujourd'hui et depuis très longtemps se pose la question et aussi du fait des questions que vous m'avez posées précédemment sur l'opportunité de pouvoir, utiliser le même partout, les sauvegarder, sur une feuille de papier et autres, et donc les défauts de sécurité potentiellement que ça représente, de pouvoir utiliser d'autres technologies. Donc aujourd'hui, ce qui se développe et on le voit au niveau bancaire notamment et ça existe sur d'autres, sites et quand c'est disponible, la recommandation, ça peut être aussi d'activer, c'est l'authentification multifacteur. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous authentifier avec votre mot de passe, il y a un élément supplémentaire qui vous est nécessaire, physique ou une information dont vous avez connaissance, qui vous est transmise, sur un média particulier ou dans un environnement particulier et qui vous est nécessaire pour finaliser l'authentification. La double authentification ou l'authentification multifacteur, clairement, c'est des choses qui peuvent être pertinentes pour sécuriser un peu. Mmh. On n'est pas à la veille de la disparition des mots de passe, mais oui, il y Ouais. a tout un tas de travaux qui sont faits, notamment avec le déploiement des passkey par les opérateurs, par certains opérateurs du numérique aujourd'hui pour trouver d'autres solutions alternatives qui permettent de sécuriser l'environnement sans utiliser des mots de passe. Mmh. J'avais une dernière question et après je laisse la parole. Par rapport au mot de passe pour le verrouillage des smartphones, qui est une grosse problématique. Moi, j'accompagne des personnes qui ont des smartphones et soit elles n'ont pas de verrouillage activé, soit c'est pas suffisamment sécurisé, soit c'est des mots de passe qui sont genre date de naissance, pseudo, enfin voilà, typiquement les mauvais, enfin ou que des chiffres, et on sait très bien que les chiffres sont craqués en 2-2. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Parce que si on leur fait créer un mot de passe sécurisé, ça va être super, sauf qu'ils vont abandonner l'idée au bout de 2 secondes parce que le temps de taper le mot de passe qui est de 12 caractères minimum, ils vont péter un plomb. Voilà, j'essaye de trouver des solutions, mais je vous avoue que c'est assez compliqué pour des personnes qui notamment ont des problèmes de mémorisation ou de compréhension ou d'écriture, lecture, ça peut être très compliqué. Et étant donné que le smartphone est l'outil actuellement le plus utilisé par le plus grand nombre de personnes, dont certains n'ont pas d'ordinateur et c'est leur ordinateur, on va dire, Tout à fait. primordial, ça pose beaucoup de questions parce qu'ils ont toute leur vie dedans et il y a plein de personnes qui n'ont pas de sécurité correcte là-dessus et c'est un réel problème, je pense. Donc moi, je sais que j'en suis arrivée pour certains. Enfin, on se pose la question, est-ce que c'est, je sais que c'est une donnée personnelle, l'empreinte digitale, mais dans certains cas, on se dit si c'est piraté par n'importe qui, enfin, au bout d'un moment, il faut bien trouver une solution. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors le premier élément, c'est que, en général, si on autorise sur certains environnements des mots de passe qui sont, inférieurs à ce que sont les préconisations de sécurité aujourd'hui. Vous évoquiez les 12 caractères à juste titre précédemment. C'est parce qu'il y a des contre-mesures. La contre-mesure, ça peut être notamment, en fait, de faire qu'au bout de 3 fois où vous tapez un mot de passe avec un code, bah, en fait, le téléphone se verrouille pour 30 minutes, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément.
Sachant qu'avant ça, le premier élément, c'est un téléphone portable aujourd'hui sans mot de passe, même si c'est des chiffres, ça ne doit pas exister en fait, parce que ça veut dire que si quelqu'un le pique dans la rue et part avec, justement, l'élément principal de l'individu dont vous parlez, qui est toute sa vie, où il y a tout qui est sauvegardé dedans, il a tout perdu d'un coup. Bien sûr, Donc, première c'est ce chose, que je leur dis. il faut l'activer, même s'il est simpliste et que c'est que 6 chiffres. En fait, c'est C'est mieux que rien. c'est déjà un bond extrêmement Mm. important qu'il est nécessaire de faire. Le deuxième élément, c'est s'agissant de l'empreinte et de la reconnaissance faciale. En fait, il y a ce qu'on appelle une exemption domestique, c'est-à-dire que au titre de la loi, par rapport aux obligations de protection des données, la façon dont les acteurs mettent en œuvre la reconnaissance faciale et la reconnaissance de fingerprint, de l'empreinte, en fait, est mis en œuvre et cloisonné dans un environnement qui est sécurisé, qui est spécifique au téléphone et auquel l'opérateur n'a pas accès et auquel personne n'a accès à l'extérieur. Donc, en fait, si la personne est en capacité, parce que je connais des cas aussi où ce n'est pas utilisable, en fait, c'est-à-dire que la personne ne peut pas appuyer avec le doigt, si c'est faisable, c'est aussi une bonne solution qui, en effet, permet de contourner le problème de devoir apprendre un mot de passe qui est extrêmement long. Après, le deuxième élément, enfin le troisième ou le 14e, je ne sais plus, autre élément, c'est qu'une fois qu'on est sur son téléphone, si on met un mot de passe qui est plus simpliste, ce qui peut être aussi une contrepartie supplémentaire importante en termes de sécurisation, c'est faire que on ne sauvegarde pas l'intégralité des mots de passe pour aller sur le site de la banque, sur le site de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, si moi je pirate le téléphone parce que le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, évitez le 1, 2, 3, 4 par contre quand même. Oui, Et le c'est 4, vrai. c'est zéro. C'est toujours ce que je leur dis. Voilà. Je leur donne les bonnes pratiques, je vous rassure. Oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais après, les donner et puis trouver une alternative pour eux, c'est pas toujours évident. Ouais. Et donc, le but, c'est de pas forcément sauvegarder tous les mots de passe, parce que si c'est 1, 2, 3, 4 que j'arrive sur le téléphone, qu'en effet, il y a toute la vie de la personne et en fait, dans tous les onglets de favoris, j'ai le nom de la banque, les numéros, les machins et je clique et en fait, directement authentifié. Là, ça pose un problème. Donc là, typiquement, la contrepartie, ça peut être aussi dire, bon, bah, OK, je vais sauvegarder ce mot de passe-là, mais ailleurs. Enfin bon, essayer de cacher un peu les données si on a la nécessité, pour des raisons diverses et variées, de devoir le conserver de façon assez simpliste. Et idéalement, après, les mots de passe, on peut les sauvegarder dans un outil de gestionnaire de mots de passe. Merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions qui restent. J'avais une question. En fait, moi je suis pareil, je suis conseillère numérique. En fait, j'ai tendance à expliquer aux personnes, voilà, qu'il faut faire attention, les SMS, les mails, regarder, les liens, pas cliquer, etc. Sauf que clairement, moi j'ai des personnes, même en expliquant tout ça, elles comprennent pas. Enfin, ça, c'est pas. Je fais des exercices que je trouve sur les bons clics, que je trouve, etc., sur détecter des arnaques. Une fois sur deux, elles tombent dans le piège. Et à la fin, je leur dis, sinon, si vraiment vous avez un doute sur un SMS ou un mail, supprimez-le directement, tant pis. Et si c'est vraiment important, on reviendra vers vous. Mais je ne sais pas si c'est un bon conseil, en fait. Je réfléchis en même temps en fonction de la nature du mail, en fonction de la nature de la communication. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, en fait, je ne sais pas si supprimer le. Moi, je le fais souvent, en fait, quand j'ai un doute, j'avoue que moi, je supprime. Bah, pareil. Donc, j'aurais tendance à dire oui. Après, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit quand même, c'est qu'en général, tous les organismes qui potentiellement peuvent donner lieu à quelque chose qui soit préjudiciable pour les personnes ne vont pas vous contacter de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire que tous les contacts que j'ai dans mes exemples des slides précédents sur EDF, les uns et les autres, ils ne vont pas vous contacter en disant au secours, si vous ne faites pas ça dans 24 heures, on va fermer votre compte. Donc, en fait, c'est en général des choses qui sont forcément malveillantes. Oui. La démarche qui est mise en œuvre, et notamment pour demander des informations à caractère personnel ou bancaire pour réaliser des paiements et autres, ne sont pas faits dans ce cadre-là. C'est ça.
Donc, Oui. le premier élément, c'est quand même la vérification avant la suppression. C'est ça, c'est parce que je leur dis, voilà, vous pensez bien, on va pas vous demander votre code de carte bleue, on demande pas la carte d'identité, on demande pas la carte vitale, la carte vitale, elle se met pas, enfin, elle périme pas, enfin, voilà, des généralités un peu comme ça. Mais je vois qu'en fait, il y a une vraie panique, en fait, et c'est vrai que. Et puis des fois, tu as des arnaques qui sont très bien faites aussi. Enfin, moi, je me suis fait avoir aussi, hein, donc c'est pour ça, et je me dis, si nous, on se fait avoir, quelqu'un qui est pas à l'aise, qui s'y connaît pas, enfin, c'est compliqué, hein. Enfin, C'est évidemment extrêmement compliqué. Il faut, par contre, commencer, ne serait-ce que commencer à se poser cette question-là. Je ouais, pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. C'est-à-dire que le fait d'être conscient que potentiellement c'est quelque chose de malveillant, heu, pareil que l'histoire dans la rue, en fait. C'est: «Est-ce que je vais mettre les pieds dans la rue? Non, et je vais quand même réfléchir au fait que c'est pertinent ou pas». ouais, Heu et là, de la même façon, on est dans un système qui est ouvert, on ne maîtrise pas l'acteur qui est en face. Et puis, en effet, le fait que ça soit mal rédigé, c'est de moins en moins le cas. Le fait qu'on puisse récupérer une fausse page web d'EDF ou de se faire passer pour une banque et autres en récupérant, tout le contenu ouais. d'un site bancaire ou d'EDF, réaliste, c'est tout à fait faisable et très aisément. Donc du coup, on doit être vigilant. Pareil, OK. quand on a des contacts de cette façon-là, si on a des personnes qu'on contacte, c'est des conseils qu'on donne aussi aux entreprises, c'est-à-dire que sur les attaques aux faux ordres de virement, c'est-à-dire un tiers qui appelle en disant, ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ébénisterie, en disant: «Ah ben non, l'IBAN il a changé, mon compte bancaire a changé. Pour le paiement de la facture, merci de payer sur ce compte bancaire et pas sur l'ancien». En fait, ce qu'on dit aux acteurs, c'est, d'avoir des procédures, c'est-à-dire, bah, moi, le contact de ma banque ou le contact de mes fournisseurs principaux, je les connais. Donc quand il y a quelqu'un qui m'envoie un mail, en fait, je ne vais pas réagir tout de suite, je vais d'abord appeler sur la base de contact ou alors je vais sur le site officiel. Comme je suis né en 1820, j'aurais dit: «On va voir sur les pages jaunes ou les pages blanches», mais Voilà. de voir sur le site officiel si ces coordonnées sont réalistes, en fait. C'est Pareil ça. dans les mails de phishing, le premier réflexe que les gens ont et c'est naturel, c'est logique, en fait, c'est, «Tiens, j'ai un doute sur la modification de l'IBAN». Sauf Mmh. que quand l'attaquant, il a envoyé ce mail, en bas, le numéro de téléphone qu'il a mis comme responsable de l'agence, machin, bah, c'est le sien. Donc quand vous l'appelez pour être rassuré, en fait, sur, «Ah mais vous demandez le changement d'IBAN, vous êtes bien le fournisseur, Mmh. bidule?» «Ah oui, oui, bah oui. Ah oui, bah merci, d'avoir pris en compte mon mail parce qu'on est bien embêtés, on a changé de compte bancaire et Et tout ça». puis Là, vous êtes rassuré, sauf que vous venez d'appeler l'attaquant, en fait. Donc, ouais, c'est vrai qu'on passe beaucoup pour des paranos, mais malheureusement et je détaille aujourd'hui que quelques exemples, faute de temps, que j'ai largement dépassé d'ailleurs, merci pour ceux qui restent encore, présents. Mais mais ils sont extrêmement nombreux, extrêmement vastes, et extrêmement, heu, risqués aujourd'hui. Le but n'est pas d'être anxiogène, mais c'est une réalité. Donc c'est vrai que ces réflexes, en tant mmh, qu'usager, en tant qu'adolescent, en tant que, personnes âgées, on doit les avoir aujourd'hui et beh, je suis bien conscient que c'est souvent très difficile et que les gens ont des réflexes. bien sûr. Heu, c'est pareil, avoir des réflexes, ça peut être, heu, des, heu, des personnes qui payent, c'est des réflexes qui peuvent paraître aussi un peu, inappropriés et pourtant qui aujourd'hui sont nécessaires. Typiquement qui payent des organisations, humanitaires et donc vous êtes relancé par les organisations humanitaires pour repayer potentiellement et faire un don. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'organisme en question qui vous renvoie une demande ou est-ce que vous n'allez pas payer à un site qui a fait une copie du site humanitaire? Et je connais des cas où c'est le cas, ça a été le cas. Donc pareil, il vaut mieux retourner sur le site quand il y a des campagnes, pas répondre à ces mails-là. Ça, OK. c'est un exemple que je mettais aussi sur LinkedIn dans le slide que j'ai passé tout à l'heure. Heu, En fait, quand on reçoit des invitations professionnelles sur LinkedIn, en fait, moi, typiquement, pour reprendre, votre recommandation tout à l'heure, je supprime le mail directement, je le mets à la poubelle. Je vais dans l'application, je vais sur le site web, je m'authentifie et je regarde si j'ai vraiment cette invitation. Si Ouais. j'ai l'invitation, OK, je vais voir qui c'est et si j'accepte l'invitation. Mais si c'est une invitation qui arrive par mail, en fait, moi, je peux tout à fait réaliser une fausse invitation, heu et hem et puis, vous faire croire que,
vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas, ou en tout cas les contacts qu'il y a autour de mon invitation, pour reprendre l'exemple de LinkedIn, en fait, sont des gens que vous connaissez peut-être, ou des gens avec lesquels vous souhaiteriez être en contact, sur des sujets sur lesquels vous travaillez, et donc où forcément on induit les personnes en erreur assez facilement. Voilà. Ok, ouais, merci. Je vous en prie. Je vois que Gaël, je ne sais pas si FOL 57, la Ligue de l'enseignement, qui a gentiment activé sa caméra, bonjour, souhaite poser des questions ou pas. Très bien. Du coup, j'ai vu que Gaël avait levé la main. Je continue en tant Ouais, que. c'est ça. Ouais. Alors, c'était pas vraiment une question, c'était plus par rapport à ce que l'autre personne d'avant vient juste de dire. Moi, je suis conseillère numérique aussi sur Thouars, dans les Deux-Sèvres. J'accompagne énormément de personnes âgées, je suis dans une médiathèque. Et du coup, on leur donne effectivement ces pistes de vérification de l'adresse mail ou du lien du bouton cliquable, ou enfin voilà. Tout ça, c'est le baratin habituel. Il y a des trucs par contre sur lequel, enfin même moi, je dirais, je suis jamais sereine. On avait jusqu'alors, pour ce qui était des amendes, pas de possibilité d'envoi de mail, c'est-à-dire qu'on savait qu'on ne recevrait pas un mail nous disant: «Vous avez une contravention». Maintenant, on se rend compte que le site peut envoyer des mails. Comment dire aux gens? Bah, il s'agit d'une vraie amende, d'une fausse amende, potentiellement d'une vraie. Enfin, je veux dire, ça devient très, très compliqué de tirer le filon et d'avoir, la réalité au bout, quoi. Alors c'est vrai, mais en fait, le réflexe que j'ai évoqué sur LinkedIn, moi je l'ai désormais à peu près partout. C'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois et je suis sollicité par mail, en fait, je prends le code ou le numéro de dossier. Alors déjà, en général, je suis au courant du fait qu'il y ait une démarche ou pas. C'est-à-dire que, bon, théoriquement, je suis susceptible de savoir si je reçois, le cas échéant, une contravention ou si je reçois quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Donc déjà, il faut que dans la temporalité, moi, si je me suis fait avoir avec Netflix, c'est parce que la date d'expiration de ma carte arrivait à échéance. Donc il faut qu'il y ait quand même, que ça ne soit pas complètement incongru. Il doit y avoir un lien quand même entre la situation et l'envoi du mail. Ça, c'est le premier élément. C'est parfois difficile parce que comme l'ont fait les attaquants avec l'attaque sur Netflix, en fait, ils le font toujours à la fin du mois, en millions d'exemplaires. Et donc forcément, on tombe sur des individus comme moi où la date d'expiration arrive à la fin du mois, donc ça, c'est cohérent. Mais en tout cas, il doit y avoir une mise en cohérence des deux. Le deuxième élément, c'est, je reviens sur mon exemple LinkedIn. En fait, quand je vois cette invitation à cliquer pour payer, en fait, moi, je mets de côté le mail. Là, en l'occurrence, je vais le mettre de côté, je ne vais pas le supprimer. Et je vais aller sur le site officiel, c'est-à-dire je vais aller regarder sur le site officiel, taper potentiellement le code qui correspond au dossier et de voir si cette demande, elle existe. Parce Ouais. que, en fait, la demande d'arriver à l'échéance sur Netflix, d'arriver ou de devoir payer une amende ou de devoir. Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le fait que les amendes peuvent être envoyées désormais par mail parce que je vois pas comment ça se passe. En tout cas, par rapport aux amendes que j'ai en tête. Mais si c'est le cas, en fait, il y a un historique sur un site officiel par ailleurs, en fait. Et donc le but, c'est pas utiliser comme tremplin et comme initiation de la connexion du règlement ou du transfert d'informations personnelles, ce mail. Ouais, C'est-à-dire, alors je vous rejoins sur ce que vous dites, hein. Moi, je les renvoie systématiquement, que ce soit pour, un mail des impôts, un mail d'Amélie, sur le site de leur espace perso, réel. Sauf que, il y a on va dire la peur du gendarme, par exemple, pour ce qui est de l'amende avec, le risque de majoration, ou la peur de l'État avec, vous n'avez pas réglé vos impôts, vous allez avoir une majoration de temps pour la taxe foncière ou je ne sais quoi. En fait, même si on a beau leur dire qu'il faut pas procéder en cliquant sur le mail, on va dire, il y a 80 qui vont cliquer bêtement et qui vont aller, se jeter dans la gueule du loup. Et on aura beau le redire et redire, enfin moi je vois pas comment, passer derrière chacun et leur dire: «Non, non, non, surtout pas». On le fait déjà en fait, et on se rend bien compte que ça marche pas à tous les coups. bah, c'est le but du mail, comme je l'évoquais tout à l'heure. En fait, sur la présentation qu'on va sûrement vous transmettre, j'ai fait une mise à jour du slide que vous avez présenté tout à l'heure où je mets des flèches sur le slide que j'ai présenté avec les SMS et les mails, et on voit bien que c'est toujours ces éléments anxiogènes de délai, de suppression des accès d'un service
qui font réagir. Et les criminels utilisent toujours ces critères-là, hein, que ça soit, enfin, quelle que soit la typologie de criminalité. Et c'est le cas évidemment du cybercriminel. Donc ça, on peut pas. Mais je pense malgré tout que l'élément de la sensibilisation, de la concrétisation, et le fait que les gens en parlent, ça c'est pareil, c'est euh, un élément qui est important, c'est-à-dire avec les personnes euh, qui ont les problèmes que vous évoquez. Ce que j'invite les gens à faire, c'est de contacter un tiers, de dire, OK, si là vous avez vraiment peur d'une réaction, essayez d'avoir un avis extérieur. Ouais. Sur l'histoire de la carte, la carte vitale qui arrive à expiration alors que la carte vitale n'arrive pas à expiration. Typiquement, on pose la question à quelqu'un qui a déjà fait l'objet de ces attaques-là ou qui est au courant de ça, il pourra lui dire: «Mais non, t'inquiète pas, c'est une attaque». Ouais. Pareil, le fait de l'interruption d'un service et autres, le but, c'est que vous répondiez directement sans réfléchir et c'est intellectuellement fondé comme ça. C'est pour ça que ça marche très souvent et ça, on peut pas le nier. Mais le fait d'appeler un tiers, au-delà de la recommandation d'aller sur le site en direct, ça peut aussi permettre de rassurer. C'est-à-dire si on est vraiment devant une situation où là, on a quand même un gros doute, juste avant de le faire, d'une part, savoir qu'en général, ces sites-là vont pas vous demander de mettre à jour des données de paiement, de mettre à jour des données personnelles, de communiquer un mot de passe ou de payer quelque chose directement par le mail. Personne. Mmh. Ils vont vous indiquer le fait qu'il faut vous rapprocher des services en question, pour que la situation soit régularisée. Ils Ouais. vont pas vous dire, surtout pas les impôts, surtout pas, aucun des acteurs qu'on a cités dans notre présentation aujourd'hui, ou que vous avez cités à l'instant, vont vous dire, «Cliquez ici et payez tout de suite». Donc ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et d'ailleurs, heu, je reprends l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure sur les amendes. Je ne connais pas la nature de ces mails et dans quel contexte ils peuvent être générés. Mais s'ils existaient, ou s'ils existent, hein, je ne mets pas en doute, hein, ce que vous dites, hein, du tout, mais j'en ai pas connaissance. J'ai un doute extrêmement fort quant au fait que le contenu de cette communication vous invite à payer directement, faute de quoi vous allez avoir un pourcentage Alors, supplémentaire. j'en ai jamais vu d'exemple concret, donc je sais pas comment est tourné le mail. J'imagine aussi que le mail officiel de l'amende vous dit d'aller sur le site Tantai et d'aller cliquer sur amende à payer et de référencer un numéro, quelconque. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais une chose est sûre, c'est que les faux mails, eux, vous invitent à aller cliquer sur le bouton qui va vous emmener sur le soi-disant site Hentai et référencer leur, pseudo numéro qui va vous emmener sur, soit sur une facturation, soit sur, Ouais, une mais demande de vos données personnelles, quoi. ouais, mais sauf que l'entaille, enfin, aujourd'hui, par exemple, si c'est, une contravention pour excès de vitesse, en fait, le certificat d'immatriculation, il est référencé avec votre adresse et l'amende, elle arrive chez vous par courrier. L'entaille, il vous envoie pas un mail pour vous dire: «Merci de payer votre contravention, sinon vous avez, 10 Beh, de». justement, moi, ça fait déjà plusieurs fois que je vois l'information comme quoi maintenant, ils vont envoyer des emails dans certains cas pour prévenir qu'il y a une amende en attente. Donc, Ouais, mais c'est pas des, bon, je peux pas rebondir là-dessus, en connaissance, donc je peux pas aller plus loin dans l'échange, mmh, malheureusement. Mais en tout cas, si tel était le cas, ça veut dire que potentiellement, il y a quand même un historique, il y a un numéro de dossier, il y a, une immatriculation si on parle d'un véhicule. Il y a quelque chose qui permet de revenir aux éléments. Donc, je vois Laetitia qui confirme, ce que vous dites. Heu, ouais. donc là, c'est, Beh, là, je pense que c'est une grosse erreur de leur part, hein, parce que ça va embrouiller encore plus les pistes et va y en avoir encore plus qui vont se faire avoir. Parce qu'avant, on leur soutenait mordicus en disant, «Jamais Hentai ne vous enverra un mail»,
Donc, si vous en recevez un, de toute façon, vous le jetez à la poubelle direct et vous vous posez pas de questions. Là, le fait que maintenant ça puisse arriver, ça brouille encore les pistes et du coup, ça va être encore plus compliqué pour dire aux gens: «Bah, celui-ci, c'est un vrai, celui-ci, c'est un faux», quoi. Ouais, sauf qu'en fait, et merci Laetitia euh, enfin non, merci FOL57 de l'envoi du lien. En fait, on le voit sur la cinématique qui est présentée. En fait, l'entaille reçoit votre adresse électronique de l'agent des forces de l'ordre qui vous a contrôlé ou de la personne qui vous a désigné. Donc, en fait, vous avez clairement une information quant à la situation. Donc, le rapprochement, en fait, vous ne recevez pas ça comme ça d'un niveau sans que vous sachiez quoi que ce soit de quoi que ce soit. Il y a eu une infraction, vous en êtes bien conscient, et c'est à ce moment-là que vous avez communiqué l'adresse email qui vous amène à recevoir une contravention. Ouais. Donc là, on reste quand même sur le principe de base, c'est-à-dire, en fait, je ne vais pas vous contacter, je peux pas vous contacter comme ça. Ces organismes-là ne vont pas vous contacter en méconnaissance totale d'une situation qui nécessiterait, en fait, cette prise de contact. Là, c'est parce que, en fait, vous avez dit, bon, bah, contactez-moi par mail, et vous avez donné un mail, enfin une adresse email électronique. Euh, donc, il y a quand même des antécédents, en fait, qui correspondent à une situation. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait au-delà des éléments de reconnaissance, c'est-à-dire l'URL qui est dessus. Moi, je me rappelle le truc de Netflix, il y avait marqué netflix-macommande.com. Enfin, ça avait absolument rien à voir avec le site de Netflix. Et comme un idiot, j'ai quand même cliqué dessus par mégarde, au moment où j'ai vu que le nom de domaine avait absolument rien à voir avec le site de Netflix. Mais en dehors de ces cas-là, en fait, quand ça correspond à des acteurs, notamment des acteurs publics, et là, dans le cas d'amende, contravention, en fait, clairement, il y a quand même un rapprochement avec une situation. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait une raison. On ne reçoit pas comme ça des choses qui viennent de nulle part. Donc ça, je pense que c'est un élément aussi important à voir. Après, quel que soit l'environnement et la nature des questions que vous avez posées euh, toutes les trois, c'est des recommandations qu'il faut toujours avoir, des vigilances qu'il faut toujours avoir. Moi, je pense que d'appeler un tiers, en fait, c'est un élément important. Comprendre que, même si c'est toujours les mêmes recommandations, qu'on ne partage pas tous ces éléments-là ou qu'on ne doit pas payer tout de suite, ces acteurs-là ne le font pas. Ça, c'est des éléments importants à avoir en tête. Après, on ne peut pas se prémunir complètement que quiconque ne le fera, c'est évident. On a bien conscience. Juste, vous êtes, conseiller numérique, vous êtes médiateur, vous intervenez auprès des publics, vous êtes légitime pour, revenir, vers Entaille en disant, «Attention, nos publics, ils vont pas savoir faire la différence entre les piratages et les vraies contraventions». Je pense qu'il Alors, faut pas hésiter à revenir vers les institutions qui peuvent être parfois un peu déconnectées de la réalité. Rappelez-leur la réalité. Vous avez ouais, tout ce alors pouvoir. moi, j'aurais pas osé les interpeller pour leur dire, «Attention, c'est peut-être pas une bonne idée d'envoyer une contravention par mail», mais oui, effectivement, on peut peut-être, Bah leur oui. faire remonter l'info que ça peut devenir compliqué pour les gens de faire la distinction. Par exemple, la MEDNUM pourrait tout à fait collecter les informations du terrain et faire Oui, la remontée directement au ministère concerné. La mais personne oui, ne l'a oui. même pas ici. Autre chose aussi que moi je constate, c'est que c'est bien gentil toutes les plaintes en ligne, mais ça devient une vraie galère pour les gens de savoir quelle plainte fait quoi, pour qui, comment, avec qui. Qu'ils n'ont alors en tout cas moi sur le Touarçais, hein, je me suis déjà battue plusieurs fois avec la gendarmerie, ils n'ont pas d'accompagnement d'un gendarme pour faire la pré-plainte en ligne. Nous, la France Service, n'a pas pris, d'accord pour Ouais, faire les plaintes en après, ligne. Donc, c'est du sûr, coup, mais ça devient très compliqué et moi, je me suis fâchée avec les gendarmes en disant: «C'est bien gentil de nous déléguer tout ce genre de tâches, mais ça serait bien qu'on soit formés». oui, oui, bien sûr. Bah, ça, c'est des sujets que nous, on porte aussi, Ouais. c'est sûr. Tu voulais parler, excuse-moi, tu avais la main levée. Je sais pas si tu veux prendre la parole?
Oui, déjà merci. Bon, après, c'est sûr qu'en 1 heure de temps, on n'a pas le temps de voir tout sur la cybersécurité. Mais on a vu déjà globalement tout ce qu'il y avait, donc merci pour ces petits rappels. Je voulais juste, par rapport à tout ce que ça discute depuis tout à l'heure, donc en taille, etc., je reviens sur ce que Monsieur Gautrenou disait. Faut avoir l'esprit critique aussi. Moi, je dis, soyez un peu paranoïaque. Ne cliquez pas systématiquement. Si vous avez une info, allez voir la source. Là, je vous ai mis les deux sources parce que, en fait, j'ai juste fait une recherche en 2 secondes. J'étais sur Google. J'ai dit, est-ce que Entaille envoie des mails? Voilà, directement, on a les sites de l'Entaille avec l'information. Donc voilà, je suis également conseiller numérique. Moi, je fais partie de la première vague. Voilà, maintenant, ça fait 3 ans. On est professionnel, donc à nous aussi de prendre le temps d'aller chercher l'information à la source. Parce que même s'il y a quelque chose, ça disait que c'est une info qui circule dans le réseau conseil numérique. Oui, mais les rumeurs, même au sein des professionnels, restent des rumeurs. Il faut aller chercher l'information, la vérifier à la source, et d'autant plus de la part des conseillers numériques, des médiateurs numériques, parce que en fait, les gens après se retournent vers nous. Donc, soit on dit on n'a pas l'information, soit on dit bah, écoutez, je vais vérifier l'information, et après je reviendrai vers vous pour vous confirmer ou non. Voilà. Donc c'était juste par rapport à ça. Très bonne remarque. Merci beaucoup. Merci. Et puis sur cette remarque, d'ailleurs, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. On a déjà bien dépassé votre temps à tous les deux et à tous d'ailleurs. Merci beaucoup Jennifer et Gaston d'être venus nous parler de cybersécurité. C'était hyper intéressant. Et merci à tous pour votre participation et toutes vos questions. Je reviendrai vers vous avec le replay et la présentation. Voilà. Et puis, il y aura certainement d'autres webinaires sur le sujet bientôt. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous. Et à très bientôt. Et restez vigilants, exactement. Merci. Bonne soirée. Merci à vous de votre beaucoup. écoute. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.